Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui suscite beaucoup de curiosité, de questions et surtout de tabous. Je suis médecin, spécialiste des maladies de l'intestin, du rectum et de l'anus. Et le sujet de cette vidéo est le sexe anal. Avant toute chose, je tiens à préciser, cette vidéo n'est ni un jugement, ni une critique, et encore moins une prise de position. Elle vise simplement à informer. Tout au long de ma carrière, j'ai été confronté à des situations que peu de gens imaginent. Des cas qui débutent par de simples symptômes et finissent par révéler de graves problèmes, faute d'orientation adéquate. C'est pourquoi j'ai décidé de présenter ce sujet de manière claire, directe et responsable, en m'appuyant sur des histoires vraies qui permettent de comprendre ce qui se passe réellement dans le corps. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Le contenu est publié quotidiennement, gratuitement et réalisé avec le plus grand soin. Si ce type d'information vous est utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela contribue grandement à permettre à YouTube de diffuser ce contenu à un public plus large et de pérenniser ce travail. Avant d'aborder les cas cliniques, je tiens à préciser une chose, je ne suis pas là pour me prononcer sur la moralité des rapports anaux. Je ne suis pas là pour juger les choix personnels, les relations ou les préférences. Mon rôle de médecin est de prodiguer des conseils en matière de santé. Ce sont les spécialistes du domaine qui sont compétents pour en parler. Et c'est précisément ce que je fais ici. On parle beaucoup de sexe anal sur Internet, mais rares sont ceux qui le font en se basant sur de véritables connaissances médicales. La plupart répètent des mythes, des idées reçues ou des informations incomplètes. Et c'est là que les problèmes commencent. Le corps humain a ses limites, son anatomie, ses règles. Les ignorer peut avoir des conséquences inattendues. C'est pourquoi j'ai préparé 2 vidéos importantes pour cette chaîne. L'une traite des mythes et réalités concernant le sexe anal. L'autre va plus loin et montre ce qui peut réellement arriver lorsque cette pratique est faite sans encadrement adéquat. Ces vidéos se complètent et permettent de lever les doutes que presque personne n'ose poser. J'aimerais aussi savoir ce qui vous intrigue le plus. Qu'avez-vous toujours voulu savoir sans jamais trouver d'explication claire? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, cela m'aidera à orienter mes futurs contenus. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, ce sont des témoignages frappants précisément parce qu'ils sortent de l'ordinaire. Des histoires qui débutent simplement, avec des symptômes apparemment insignifiants, mais qui dissimulent des causes sous-jacentes ne devenant apparentes que lorsqu'on les examine de près et qu'on possède des connaissances techniques. Je vous invite à regarder jusqu'au bout. Il ne s'agit pas d'un contenu sensationnaliste, mais d'informations essentielles. Une information de qualité sauve des vies, prévient les souffrances et aide chacun à faire des choix plus éclairés. Maintenant que vous connaissez la proposition, examinons les cas, car lorsque l'on comprend l'histoire qui se cache derrière les symptômes, tout devient plus clair. Un homme d'une 40aine d'années entra dans le cabinet, visiblement épuisé. Ce n'était pas seulement une fatigue physique, c'était la lassitude de quelqu'un qui avait consulté de nombreux médecins sans trouver de solution. Son problème était toujours le même, des infections urinaires à répétition. Il faisait une analyse d'urine, une infection était détectée, il prenait des antibiotiques, son état s'améliorait un temps, puis, quelques semaines plus tard, tout recommençait. Lorsqu'il s'est assis en face de moi, dès le début de la conversation, il a prononcé 2 phrases qui ont attiré mon attention. « Docteur, j'ai déjà consulté 5 médecins différents et personne n'a été capable de comprendre ce que j'ai. » Immédiatement après, il a ajouté « J'ai déjà pris une 10aine d'antibiotiques différents. » Vous avez bien entendu. 10 antibiotiques, et aucun n'a vraiment fonctionné. Les symptômes s'atténuaient un temps, mais ils revenaient toujours. À un moment donné, il a pris une grande inspiration et a dit quelque chose de très sincère. « Je suis venu ici pour entendre votre avis, même en sachant que vous n'êtes pas urologue. » Avant de poursuivre, il est important de préciser un point. Les infections urinaires sont extrêmement fréquentes chez les femmes. Cela s'explique par le fait que l'urètre féminin est court et situé très près du vagin, ce qui facilite la pénétration des bactéries. Chez les hommes, la situation est complètement différente. L'urètre masculin est long et traverse le pénis, ce qui rend la progression des bactéries vers la vessie beaucoup plus difficile. C'est pourquoi, lorsqu'un homme présente une infection urinaire, surtout si elle est récidivante, il ne faut jamais prendre cela à la légère. Un examen approfondi s'impose toujours, et c'est précisément ce que j'ai fait. Au cours de la conversation, j'ai commencé à aborder des détails souvent négligés lors des autres consultations. Je l'ai interrogé sur sa routine, ses habitudes, ses antécédents médicaux et, à un moment donné, sur sa vie sexuelle. Il a répondu calmement, sans gêne. Il m'a dit qu'il était marié
et qu'il avait fréquemment des rapports anaux avec sa femme, sans préservatif. À ce moment-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je n'ai pas porté de jugement, je me suis contenté d'écouter. Dès lors, j'ai décidé d'enquêter différemment. J'ai demandé une culture d'urine ainsi qu'une analyse parasitologique. Le laboratoire lui-même a trouvé cette demande étrange. Ils m'ont contacté pour m'informer que ce type d'examen est extrêmement rare pour les urines. Malgré cela, j'ai maintenu ma demande. La semaine suivante, il revint avec les résultats. Et là, surprise, il ne s'agissait pas d'une simple infection urinaire bactérienne, du genre de celle que les antibiotiques guérissent généralement. Des signes indiquaient qu'il se passait autre chose. Pour approfondir les investigations, une échographie fut demandée. Elle révéla la présence de petits calculs et de quelques polypes dans la vessie, ce qui pouvait expliquer certains symptômes, mais pas tous. La principale découverte est venue plus tard. Nous avons pu identifier la présence d'un parasite appelé Ancylostoma duodénal. Il s'agit d'un ver associé à la contamination fécale, qui peut être transmis dans certaines situations, notamment lors de rapports sexuels anaux non protégés. C'est à ce moment-là que tout a commencé à prendre sens. J'ai expliqué calmement la situation. Le canal anal est la zone la plus contaminée du corps humain. Plus on s'éloigne de la bouche, plus la concentration de bactéries et de parasites est élevée. Le rectum abrite une quantité considérable de micro-organismes. Lors de rapports anaux non protégés, surtout répétés, il existe un risque que ces micro-organismes entrent en contact avec l'urètre et atteignent les voies urinaires. Au cours de la conversation, il a également révélé un autre détail important. Il n'avait utilisé aucun vermifuge depuis plus de 10 ans. Autrement dit, l'environnement était propice à l'installation et à la persistance de ce type d'infection. La bonne nouvelle, c'est que le traitement a été simple et très efficace. Grâce à une utilisation correcte du vermifuge spécifique, aux doses appropriées, le problème a commencé à se résoudre de lui-même. J'ai indiqué que les symptômes urinaires disparaîtraient et j'ai donné une recommandation très claire. Désormais, l'utilisation de préservatifs lors des rapports anaux serait indispensable. Ce cas illustre bien que souvent, la cause profonde d'un problème ne se situe pas là où on l'imagine. Il démontre également à quel point l'information et les conseils peuvent avoir un impact significatif sur la santé. Je vais maintenant vous parler du deuxième cas, plus délicat et en même temps extrêmement important pour ceux qui ont besoin d'informations fiables. La semaine dernière, j'ai dû opérer une patiente en urgence. Elle est arrivée à l'hôpital avec des douleurs intenses et des saignements persistants. Le diagnostic était une large lacération anale, du genre qui ne peut attendre. Il fallait l'emmener immédiatement au bloc opératoire pour une reconstruction du sphincter anal. Pour ceux qui l'ignorent, le sphincter anal est formé de 2 anneaux musculaires, l'un interne et l'autre externe. Il assure la continence, c'est-à-dire le contrôle des selles. Lorsqu'il est gravement atteint, les conséquences peuvent être sévères et durables. Chez ce patient, la lésion était profonde, avec un saignement important et une altération fonctionnelle. Il est essentiel de préciser d'emblée que tous les rapports anaux ne provoquent pas ce type de problème. Des milliers de personnes pratiquent le sexe anal sans jamais rencontrer de complications de cette ampleur. Cependant, dans ce cas précis, des erreurs manifestes ont conduit à cette situation. Lors de la conversation précédant l'opération, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. La première erreur a été le manque de lubrification. Je le répète sans cesse car cela change tout. Les rapports anaux nécessitent une lubrification abondante. Et quand je dis abondante, j'entends vraiment très abondante. Il faut une très bonne lubrification, toujours avec un lubrifiant à base d'eau. Les produits contenant un anesthésiant ne doivent jamais être utilisés. Les pommades ou lubrifiants anesthésiants sont extrêmement dangereux dans ce contexte. Ils suppriment la douleur. Or, la douleur est précisément le signal d'alarme du corps. Sans cet avertissement, la personne continue à forcer sans se rendre compte qu'elle se blesse, ce qui augmente considérablement le risque de blessures graves. Autre détail important, la lubrification doit être effectuée des 2 côtés. Lubrifier uniquement le pénis ou uniquement le canal anal est inutile. Les 2 doivent être bien lubrifiés. C'est une erreur fréquente, souvent commise par manque d'information. La seconde erreur fut encore plus déterminante. La position choisie pour débuter la relation. Le patient a entamé la pénétration anale en position génito-pectorale, communément appelée levrette. C'est l'une des positions les plus répandues, mais aussi l'une des plus dangereuses pour initier la pénétration anale. Il existe un détail anatomique méconnu. Malgré son nom, le rectum n'est pas droit, mais courbé. L'anatomie de cette région n'est pas conçue pour une pénétration directe et forcée. Lorsque la pénétration débute dans une mauvaise position, le pénis pénètre selon un angle qui ne respecte pas cette courbure naturelle,
ce qui provoque des tensions dans les tissus. La position la plus sûre pour commencer la pénétration anale est sur le côté. Dans cette position, le corps est plus détendu et l'alignement anatomique est bien meilleur. Un conseil simple que je donne souvent: le gland du pénis doit être dirigé vers le nombril ou le mamelon de la personne pénétrée. Cela respecte la courbure naturelle du rectum. Commencer directement par des positions plus agressives, comme la position à quatre pattes, augmente considérablement le risque de déchirure, surtout en cas de lubrification insuffisante. Une fois que le corps s'est adapté, détendu et que la douleur est inexistante, il est possible de changer de position. Mais il ne faut surtout pas commencer ainsi. Dans le cas de ce patient, la combinaison de ces facteurs a été déterminante. Une lubrification insuffisante, un mauvais positionnement du corps et une position initiale totalement inadaptée. Il en a résulté une blessure grave ayant nécessité une intervention chirurgicale et une longue convalescence. L'intervention chirurgicale visait à reconstruire le sphincter et à préserver sa fonction. Heureusement, elle n'a pas été réalisée à temps, mais elle aurait pu être évitée avec des informations de base et un encadrement adéquat. Ce cas sert d'avertissement. Non pas pour effrayer, mais pour sensibiliser. Le corps humain a ses limites. Ignorer l'anatomie et les signaux du corps peut avoir des conséquences inattendues. Dans ce contexte, l'information n'est pas un luxe, mais une mesure de prévention. Et c'est précisément pour cela que je partage ces témoignages ici. Pour que davantage de personnes comprennent, prennent soin d'elles et évitent de se retrouver dans des situations qui pourraient être totalement évitées. Je vais maintenant vous parler du troisième cas, qui semble simple à première vue, mais qui recèle une erreur très courante et extrêmement dangereuse. Cette patiente me connaissait déjà. Elle avait été soignée chez moi par le passé pour des problèmes intestinaux et était revenue pour un simple contrôle de routine, une consultation sans gravité, sans inquiétude particulière apparente. Au cours de la consultation, pendant notre conversation, elle a mentionné quelque chose qui a attiré mon attention: des pertes vaginales persistantes. Elle expliqua que cela durait depuis un certain temps. Elle précisa avoir déjà essayé diverses crèmes vaginales, pris différents antibiotiques et même des médicaments spécifiques comme le secnidazole. Rien n'y faisait. Les symptômes s'atténuaient quelques jours, puis réapparaissaient. La gêne occasionnée commençait à affecter sa qualité de vie. À ce moment-là, j'ai décidé d'approfondir un peu la conversation. J'ai posé des questions sur leurs habitudes, leurs routines, et j'ai progressivement orienté la conversation vers leur vie sexuelle. J'ai ensuite posé une question directe, sans détour, car c'est parfois ce qui résout le problème. Pratiquez-vous le sexe anal avec votre mari? Elle a répondu oui. Alors j'ai demandé: et après ça, vous avez des rapports sexuels vaginaux? Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit: parfois oui. À ce moment-là, le diagnostic s'est imposé de lui-même. J'ai immédiatement expliqué la situation. Le problème n'était pas un manque de médicaments, ni une résistance aux antibiotiques, ni quelque chose de mystérieux ou de rare. C'était une erreur d'hygiène et de discipline, une faute fréquente due à un manque de conseils. En aucun cas, il ne faut avoir de rapport anal suivi d'un rapport vaginal, sans changer de préservatif ou sans respecter une hygiène rigoureuse. Si vous changez de partenaire, la bonne pratique consiste toujours à commencer par un rapport vaginal, puis à poursuivre par un rapport anal. Procéder dans l'autre sens risque de transmettre directement des bactéries du rectum au vagin. Il est important de comprendre que le rectum est l'une des zones les plus contaminées du corps humain. Il abrite une grande quantité de bactéries provenant des intestins. Ces bactéries ne posent pas de problème à ce niveau, mais lorsqu'elles sont transportées jusqu'au vagin, elles provoquent des infections récurrentes, une inflammation et un déséquilibre de la flore vaginale. Dans le cas de cette patiente, le risque était d'autant plus grand qu'elle déclarait ne pas utiliser de préservatif. Autrement dit, il n'y avait aucune barrière entre une zone très contaminée et une autre extrêmement sensible. Le résultat fut précisément ce qu'elle a vécu: des infections récurrentes malgré tous les traitements médicamenteux. J'ai expliqué que dans ces situations, il est inutile de changer de crème ou d'antibiotiques si le comportement à risque persiste. Le corps peut réagir temporairement, mais tant que la cause demeure, le problème réapparaît toujours. J'ai alors donné des conseils sur le traitement approprié, mais j'ai posé une règle très claire, presque comme un accord tacite. Cet ordre ne devait plus jamais se reproduire. Les rapports anaux suivis de rapports vaginaux de cette manière devaient être totalement proscrits. En cas de changement de pratique, l'utilisation du préservatif serait indispensable, avec un changement immédiat entre chaque rapport. Elle était surprise. Elle a dit que personne ne lui avait jamais expliqué cela de cette façon.
Et c'est ce qui me frappe le plus dans ces cas-là. Beaucoup de gens souffrent pendant des années, prennent des médicaments à répétition, sans que personne ne prenne le temps de leur expliquer un principe fondamental du fonctionnement du corps. Ce troisième cas illustre comment de petites habitudes, répétées, peuvent engendrer de gros problèmes. Il montre également comment une information précise au bon moment peut éviter des souffrances inutiles. Comme pour les autres témoignages, il ne s'agit pas de juger les choix personnels. Il s'agit de comprendre les limites, de respecter l'anatomie et d'agir en toute conscience. Le corps humain n'est pas fait pour supporter certains types de contamination croisées, et ignorer ce fait a des conséquences. Ces trois cas ont un point commun. Ils auraient tous pu être évités grâce à de simples conseils. L'information n'est pas superflue. L'information, c'est la bienveillance. Et c'est précisément pour cela que ce genre de conversation est nécessaire, même s'il s'agit d'un sujet tabou. Car lorsque nous comprenons ce que nous faisons de notre propre corps, nos choix deviennent beaucoup plus sûrs. Après avoir entendu ces trois cas, je vous invite à faire une pause de quelques secondes et à réfléchir. Aucune de ces histoires n'a commencé par un événement grave. Aucune de ces personnes ne pensait faire quoi que ce soit de dangereux. Elles croyaient toutes vivre leur vie normalement. Et c'est précisément là que réside le danger. La grande majorité des problèmes de santé rencontrés chez le médecin ne sont pas dus à la malveillance, à l'exagération ou à l'irresponsabilité. Ils sont dus à un manque d'information. Personne ne s'est jamais donné la peine d'expliquer le fonctionnement réel du corps humain. Et lorsque cette information ne leur parvient pas, le corps en subit les conséquences. Vous regardez peut-être cette vidéo par curiosité, peut-être parce que personne n'en a jamais parlé clairement, ou peut-être parce que vous avez vécu ou connaissez quelqu'un qui a vécu une situation similaire. Quelle que soit la raison, le plus important est ce que vous ferez de ces informations à partir de maintenant. Le sexe, sous toutes ses formes, implique le corps, la santé et le respect des limites. Ignorer ces aspects ne libère pas la pratique, au contraire, la rend plus risquée. Tout ce qui a été présenté ici aujourd'hui aurait pu être évité grâce à des conseils simples, directs et responsables. Je n'ai pas raconté ces histoires pour choquer, mais pour alerter. Car comprendre l'origine d'un problème permet de le maîtriser. L'information donne l'autonomie. L'information protège. L'information prévient les souffrances inutiles. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, j'ai une petite faveur à vous demander. Merci de la liker. Cela peut paraître simple, mais cela permet à YouTube de diffuser ce contenu à un public plus large, notamment aux personnes qui ont besoin de ces informations et qui n'y ont jamais eu accès jusqu'à présent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Vous y trouverez du contenu authentique, sans sensationnalisme ni jugement, et abordé avec responsabilité médicale. L'abonnement est gratuit et ne prend que quelques secondes. Il vous permettra de ne manquer aucune des prochaines vidéos déjà en préparation. Maintenant, j'aimerais vraiment que vous participiez activement. Dites-moi en commentaire ce qui a le plus retenu votre attention dans cette vidéo. Quel cas vous a le plus surpris? Ou quelle question vous est toujours venue à l'esprit sans jamais trouver d'explication claire? Votre commentaire pourrait inspirer la prochaine vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, n'hésitez pas à partager. Parfois, un simple partage peut éviter un problème grave. L'information pertinente au bon moment peut tout changer. Et ce n'est pas tout. La description de la vidéo contient d'autres informations qui approfondissent ce sujet en expliquant les mythes, les réalités et les précautions essentielles. Regardez attentivement. L'information ne prend pas de place, elle protège. Cette chaîne existe pour une raison, parler de ce dont beaucoup ont honte, mais que chacun doit comprendre. La santé n'est pas synonyme de tabou. La santé est synonyme de clarté, de responsabilité et de conscience. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cela montre que vous vous souciez de votre corps et de votre santé. Et ceux qui sont informés prennent mieux soin d'eux-mêmes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.